Béatrice Bonagonin, à présent, elle va vous présenter un sculpteur. Il est à deux endroits différents avec la même expo et aux mêmes dates. On va essayer de comprendre ce qui se passe. J'ai reçu l'amour en héritage. Un matin, au pays des cigares. C'est pas mal ça pour commencer une journée, non? C'est kitsch un peu, mais c'est beau. L'amour en Nana héritage. Mouskouri. Bonjour Béatrice. Bonjour Cyril. Alors on va parler d'un sculpteur qui réussit cette performance incroyable d'être à deux endroits différents, aux mêmes dates, avec la même expo. Avec la même exposition, c'est vrai. On va dire la même exposition, mais finalement ce sont deux expositions en parallèle. On va plutôt dire ça comme ça. Une exposition à 7 avec des œuvres très récentes, dont une œuvre la plus monumentale. Je ne veux pas vous en parler, je vous la laisserai découvrir tout à l'heure parce que vraiment c'est monumental et c'est incroyable. Je peux juste vous dire que ça fait 15 mètres de long, 6 mètres de haut, c'est génial. Donc ça a été fait spécialement pour 7. Ce musée qu'il avait reçu il y a 28 ans, 29 ans, c'était sa toute première exposition à Jean-Michel Othoniel Voilà, à 7. Jean-Michel Othoniel. Othoniel. Et parallèlement à ça, il y a une exposition à Montpellier avec des œuvres de sa collection à lui, finalement son best-of, on va dire, de choses plus anciennes. Et on voit vraiment, si on a la chance de faire ces deux expositions, on peut vraiment voir tout son parcours, toute sa progression, ce qu'il a fait depuis 20 ans. Pour les Parisiens, on peut peut-être le connaître dans l'espace public. Il y a une station de métro à Paris, au Palais Royal, Place Colette, qui représente des boules en verre. Ça a été une commande, c'est Jean-Michel Othoniel, c'était en 2000, c'était une commande publique. Et c'est du verre, mais elle existe toujours, cette station de métro. Elle n'a pas été cassée. Donc c'est quelqu'un, effectivement, c'est un artiste contemporain qui travaille le verre, mais qui a fait évoluer sa manière de travailler le verre. Il ne travaille pas tout seul, il y a toute une équipe, parce que vous allez voir que pour faire des réalisations aussi monumentales qu'il faut, il faut des ingénieurs, il faut des architectes, enfin c'est toute une équipe, c'est tout un calcul tout à fait incroyable. Et c'est ce qu'il aime, travailler en équipe. Donc ces doubles expositions reviennent vraiment sur son travail depuis le début de sa première œuvre jusqu'aux œuvres les plus contemporaines, les plus récentes. Et j'ai envie de dire, le plus spectaculaire. Regardez, c'est à 7 et à Montpellier. Ici à 7, c'est une grande exposition avec que des œuvres nouvelles, créées ces 2 dernières années. Vous avez des œuvres spécialement créées pour le lieu, dont la Grande Vague qui est derrière moi, qui est la pièce maîtresse. On est vraiment engloutis sous ce grand tsunami de briques de verre qui ont été soufflées en Inde, avec des noirs différents, des couleurs qui passent du noir au doré, au vert profond. C'est un peu les couleurs de la mer, du fond de la mer. On a l'impression de voir le plancton comme ça qui scintille autour de nous. Les sculptures qui sont montrées ici sont des sculptures vraiment monumentales. Et ce sont des sculptures pour lesquelles j'ai travaillé plusieurs années. 1 an et demi sur la vague, de calculs, avec des ingénieurs, des architectes, savoir comment cette chose allait tenir, comment on allait pouvoir suspendre au-dessus de la tête du spectateur, comme ça, toutes ces 2 tonnes et demie de verre qui sont suspendues, et puis les 25 tonnes générales de l'œuvre. Donc c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Alors les tornades, elles, on a l'impression que c'est juste un geste dans l'espace, mais en même temps, c'est quelque chose de très très complexe à calculer, parce qu'elles sont très légères, elles tournent, ce sont comme des grands mobiles, et nécessitent un vrai travail avec des ingénieurs, et j'adore faire ça. J'adore travailler en équipe. On était plus de 15 personnes à travailler sur ce projet pendant 2 ans et demi, 10 personnes à l'installation, ça a été une vraie aventure, un challenge. Ce qui se dégage de cette exposition, c'est vraiment un rapport au climat, au changement de climat, et je pourrais dire presque un regard sur l'avenir du monde. Et ça, c'est une chose que j'ai vraiment découvert ici, en mettant ces œuvres bout à bout, c'est que toutes elles parlaient de ce rapport aux éléments et de comment l'homme intervient sur les éléments. Au Carré Sainte-Anne à Montpellier, c'est complètement différent. C'est une exposition, une sorte de mini-rétrospective. Donc on rentre dans un monde un peu féerique et là sont accrochées les œuvres que j'ai gardées de mes propres œuvres, c'est-à-dire
une sorte de collection de moi-même. Et grâce à ça, je montre des étapes importantes de mon travail autour du verre, donc commençant avec l'obsidienne, et puis on voit cette espèce de florilège de sculptures comme ça qui s'envolent comme des anges dans cette chapelle magnifique du Carré Sainte-Anne. On voit comment les œuvres anciennes annonçaient déjà les préoccupations des œuvres d'aujourd'hui. Et dans l'exposition de Sète, on voit comment les œuvres aujourd'hui peut-être plus sombres gardent en elles ce côté merveilleux et poétique qu'il y a dans les autres œuvres. Là, on est dans un merveilleux qui nous questionne. Bon, je peux vous confirmer qu'on est tous très impressionnés et qu'on a beaucoup de questions à vous poser. C'est très impressionnant et en plus c'est très beau. C'est vraiment très beau parce que le verre, ça reflète beaucoup de choses, donc c'est féerique, c'est vraiment lumineux, c'est très chouette. Et en plus, c'est gratuit. Quand même, précisons-le, c'est tout l'été, c'est gratuit à Sète et à Montpellier. Voilà, comme on a des questions à vous poser, on sera ravis de vous retrouver un peu plus tard. Eh Merci bien, très beaucoup, bien. Béatrice. Je reviendrai. Allez, on va partir au bord de la mer avec Jacques de Jandil et on va faire connaissance avec ce qu'on appelle une expatriée. Elle s'appelle Christine et elle a décidé de s'installer à Essaouira. Vous allez voir, à mon avis, c'est une bonne idée. Pendant 12 ans, j'étais hôtesse de l'air sur long courrier. J'avais envie de poser mes valises et je cherchais un endroit qui me ressemble, authentique, avec beaucoup de charme. Et ici, on a un environnement naturel incroyable, un milieu océanique et un milieu rural avec l'arrière-pays qui est magnifique. On est à 3 heures de vol aussi de l'Europe, de la France. Les gens parlent français et surtout, il y a possibilité de construire des choses, d'avancer, d'entreprendre, de se faire plaisir. J'ai une maison d'hôte de 8 chambres, un petit hôtel de charme, un restaurant et une boutique. Salut Malik, ça va? Ça se passe bien? Oui, ça va. Voilà, un showroom de 150 mètres carrés avec de l'artisanat marocain. Donc là, il t'a livré l'été hier. Ok. Je me lève à 7 heures, j'arrive à l'hôtel, je prends connaissance de mon planning, des clients que j'ai. Je travaille toute la matinée à la réception. Le peintre est passé, Lisa, là. Et puis l'après-midi, souvent j'ai des rendez-vous à l'extérieur. Et vers 16 heures, je vais au restaurant. Bonsoir Mamadou, ça va? Bonsoir, ça va, va bien. merci. Donc là, je prends connaissance aussi des réservations pour le soir. Là, du poisson en croûte de sel, là, ce soir. Je réponds aux questions administratives, je fais des chèques, je paye les fournisseurs. Voilà, je m'occupe de la carte, je gère le personnel. Et dans mon esprit, je faisais une petite maison d'hôte. Et 15 ans après, je m'aperçois que j'ai réalisé en fait une petite entreprise, voilà, que je fais vivre plus d'une vingtaine de familles ici au Maroc, en tout cas. J'adore le port de pêche. On trouve des produits incroyables, le bar, la dorade, des araignées de mer, des crevettes de roche. Oh, on a tout là. On va aller voir les fruits, la boucherie aussi. On va prendre un peu de filet de bœuf. On a le marché également. Dans les souks, on a les produits biologiques, les tomates, les poulets fermiers. Donc on a tout pour bien travailler les produits frais. J'ai adopté un petit garçon il y a 9 ans à l'orphelinat d'Essaouira. J'avais envie de transmettre ce que je construisais à quelqu'un, laisser une trace de ce que je faisais. Et je me suis dit qu'il n'y avait rien de plus beau que de le laisser à un enfant de la ville, à un enfant d'Essaouira. Le week-end, on adore rester à la maison. Donc on a un beau jardin, une piscine, l'été on en profite. Et Morad a 5 petits copains qui sont les enfants du gardien. Donc on passe beaucoup de temps tous ensemble, on déjeune ensemble, on va se promener dans la forêt ensemble. De temps en temps, je les emmène sur la plage aussi. Essentiellement, on se repose. Dans tout le Maroc, il y a un peu plus de 51 000 expatriés français, un chiffre en augmentation de plus de 4% en 2015. Il faut savoir que le Royaume fait partie des 10 pays qui accueillent le plus de Français. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt et surtout, n'oubliez pas, d'ici aussi à Essaouira, on regarde Télématin.
Merci beaucoup, on n'oublie pas. Merci Jacques et bonjour à Christine qui regarde Télématin et puis bonjour à tous ceux qui nous regardent un peu partout dans le monde entier grâce à TV5 Monde entre autres. Elle te rend ding 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 quand elle a son poum poum shot. Et ton problème c'est simplement qu'elle s'en moque, elle te rend dingue. Boy, quand elle whine dans son shot. Et y a pas que chez toi qu'elle a causé, bien sûr qu'elle est trop belle. Voilà une arrivée dynamique. Bon, Grégoire, comment ça va? Comment ça s'est passé hier soir? Ça a été difficile pour Un peu difficile pour les dames, Françaises. Alors, Ouais. c'est l'Euro féminin de football que vous pouvez suivre sur France Télévisions. C'est un peu compliqué face aux Islandaises courageuses. Elles ont quand même gagné, ces Françaises. Je vous propose de regarder le seul but de la soirée. Dans le stade, regardez Roi Guillaume de Tilburg, c'est dans le sud des Pays-Bas. Les Bleus ont eu les plus grandes difficultés à trouver la faille dans un bloc islandais solide. La plus belle occasion, c'est cette tête de renard sur corner d'Abili. Et le ballon s'est écrasé sur la transversale. C'était dans le dernier quart d'heure. Et ensuite, à 5 minutes de la fin du temps réglementaire, la France obtient un pénalty transformé par Eugénie Le Sommer. Victoire 1-0. Dans le groupe C, les Français sont à égalité avec les Autrichiennes en tête du classement des Autrichiennes qu'elles rencontreront samedi et les Autrichiennes qui ont battu la Suisse 1-0 hier. Alors, on est en train de travailler là parce que c'est bientôt la reprise du championnat. Exactement. Donc, Lyon jouait hier soir. Lyon et Marseille. Donc on va parler encore football avec donc la Ligue 1, ce sera le 4 août. Là, c'est des matchs amicaux, ils enchaînent les victoires aussi. On va commencer par les Lyonnais. L'OL en bleu a enchaîné une 3e victoire en autant de matchs en dominant l'Ajax d'Amsterdam. C'était à Bourgoin-Jallieu. Petite revanche des Lyonnais face aux Néerlandais qui les avaient battus en demi-finale d'Europa League. Le score 2-0. But contre son camp de Viergever et but de Guéry. Prochain match lundi sur la pelouse de l'Inter Milan. 5e rencontre amicale et 5e succès pour l'OM sur la pelouse du stade municipal d'Évian, en Haute-Savoie. Marseille a dominé le Sporting Portugal 2-1. Le Marseillais Clinton J s'est offert un doublé. Victoire importante à 9 jours du 3e tour préliminaire de la Ligue Europa à Ostende en Belgique. On va parler un peu de cyclisme avec le Tour de France, 16e étape arrivée à Romans-sur-Isère et victoire au sprint de l'Australien Michael Matthews. C'est son 2e succès sur ce tour, le 3e de sa carrière. Le Britannique Froome, lui, est toujours en jaune avec toujours 18 secondes d'avance sur l'Italien Aru et 23 sur Romain Bardet. Aujourd'hui, les Alpes avec une très belle étape et 3 cols mythiques, col de la Croix de Fer, col du Télégraphe, col du Galibier, arrivé à Serre-Chevalier dans les Hautes-Alpes, 183 km de course. Bon, alors la bonne nouvelle, eh bien, je crois qu'elle vient de Budapest. Oui, on a des belles médailles en natation, en plongeon, en natation en eau libre. Et après, on ira dans le ciel allemand pour une autre médaille, un autre type de médaille. On va commencer par le plongeon. Regardez, et le titre mondial par équipe pour Mathieu Rosset et Laura Marino. Hier à Budapest, dans cette épreuve mixte qui combine 3 mètres et 10 mètres, les Français ont dominé les Mexicains et les Américains. Marino, 24 ans, Rosset, 27 ans, offre au plongeon tricolore la toute première médaille mondiale de son histoire. On va regarder ce plongeon jusqu'au bout. Et 3 jours après l'or du 5 km libre, en eau libre, Marc-Antoine Olivier s'est offert le bronze sur 10 km dans le lac Balaton. C'est en Hongrie. Il est arrivé avec 7 dixièmes derrière le néerlandais Wirtsman, déjà champion olympique et d'Europe en titre. Et l'américain Willy Mowski, lui, sacré en 2015, complète le podium. Et pour terminer, direction le nord-ouest de l'Allemagne, pas loin de Dortmund, où se déroulent en ce moment les championnats du monde militaire de parachutisme. Et les Françaises sacrées championnes du monde en vol relatif. On va les citer. Déborah Ferrand, Stéphanie Texier, Léocardi Olivier Depury et Marie Monat avec leur vidéo, le sergent-chef Kewin. Voilà. Et c'est une très belle victoire pour ces Françaises. Il y aura 2 autres disciplines, la voltige, la précision d'atterrissage, c'est jusqu'à vendredi. Et on espère encore de nouvelles médailles et surtout de très belles images que nous a envoyées donc l'équipe de France militaire. Merci et bravo. À la prochaine, Grégoire. Nous, on va continuer avec l'emploi. Et c'est Sophie Pignal qui vous propose une bonne affaire. Ça se passe dans les régions. C'est en tout cas la conviction de la région Nouvelle-Aquitaine qui a décidé d'informer sur les opportunités qu'offre le territoire. C'est Sophie qui va vous en dire plus. Depuis plusieurs années, la région Nouvelle-Aquitaine fait la promotion des métiers qu'il est possible d'exercer sur son territoire. Ceci à travers des expositions interactives et itinérantes. L'idée du conseil régional à la création d'Aquitaine Cap Métiers, c'était bien de faire découvrir des métiers qui sont soit méconnus, soit totalement inconnus. Aquitaine Cap Métiers propose des expositions sur le terrain, mais également toute une palette de services qui permettent de compléter la formation. D'abord par un réseau d'espaces métiers qui ont été montés
au niveau du territoire de l'ex-Aquitaine. Il y en a 35 sur le territoire. Alors du coup, tu ferais quoi maintenant? Je sais pas du tout. En ce qui concerne l'emploi, nous proposons des rencontres avec des professionnels et avec des entreprises. Même il y a un sens quand on tourne parce qu'on se retrouve un peu bloqué. Oui, je suis comme ça. Je vais commencer à me présenter. Donc je m'appelle Philippe Archambault. Je suis viticulteur depuis 1980, donc ça c'est pas très vieux, mais ça commence à dater quand même. On exploite 75 hectares de vignes. Parmi les secteurs représentatifs de la région, la viniviticulture. La vitiviniculture en région Nouvelle-Aquitaine se porte relativement bien aujourd'hui, malgré l'épisode de gel que l'on a connu fin avril, début mai, où on a des parcelles sur la Gironde, les Charentes, la Dordogne qui ont été gelées. Dans le domaine de la vitiviniculture, nous proposons un mercredi des métiers. Le premier mercredi de chaque mois est consacré à une visite d'exposition plus une rencontre avec des professionnels. Il y a donc deux parties à notre activité. Il y a la partie production, transformation, et puis après il y a la partie commercialisation, distribution, donc avec un marché à l'export et un marché français. On a des emplois en continu, on a des emplois saisonniers et on a besoin de renforcer les équipes pour les vendanges manuelles. Et puis pour les travaux hivernaux, par exemple, la taille de la vigne, où on coupe les bois de l'année passée, on a besoin de renforcer les équipes pendant une période de 4 à 6 mois de l'année, du mois de novembre jusqu'au mois de mars. Les gens ne pensent pas que forcément, dans ce paysage, il y a de l'activité humaine, il y a des postes de travail sur lesquels on peut se réaliser, on peut se former pour devenir permanent, pour travailler pleinement à l'année en CDI temps plein. Et le travail qu'on initie avec nos partenaires, Aquitaine Cap Métiers par exemple, c'est justement d'informer et de promouvoir ces métiers-là pour expliquer aux gens que localement, à côté de chez eux, ils ont la possibilité de trouver à la fois des métiers, des formations, des emplois et des rémunérations dignes qui leur permettent de vivre là où ils ont décidé d'habiter et de vivre. Ces expositions itinérantes sont en accès libre. Elles s'adressent aux jeunes et aux personnes en reconversion professionnelle. L'idée est de les accompagner vers des métiers offrant de réels débouchés. On laisse des livres d'or à disposition du public et outre les commentaires sympathiques sur nos animateurs, on voit bien que des gens réalisent tout d'un coup que le champ des possibles s'élargit pour eux. Et je crois que dans ce cas-là, on a un petit peu gagné la partie. Et voilà, si vous avez besoin de renseignements, évidemment, vous allez sur le site de Télématin, sur les réseaux sociaux, et vous saurez tout. Vous commencez la journée avec Télématin. On vous offre un petit voyage, un long voyage, et on va jusqu'à Pékin retrouver Arnaud Miguet. Et on a la chance d'avoir Arnaud Miguet en direct à Pékin. Il est 13h et quelques, je crois que c'est ça. Hein. Bonjour Arnaud. Donc vous êtes à Pékin, et aujourd'hui, on va parler du niveau technologique des Chinois. On ne le sait pas toujours, mais pour les usages les plus courants, la Chine est très très en avance, beaucoup plus que nous. Et je crois d'ailleurs que chez vous, on fait pratiquement tout avec le téléphone. Oui, c'est vrai. Bonjour Thierry. La Chine n'est pas seulement et simplement l'usine du monde. Elle se veut en pointe dans les technologies les plus avancées. Et c'est vrai qu'avec ça, on peut absolument tout faire ici. La Chine a une avance considérable, beaucoup plus que les autres pays du monde. Alors on peut téléphoner, envoyer des messages gratuitement, regarder la télévision, c'est classique, se mettre sur les réseaux sociaux, même si les plus connus des nôtres, Twitter ou Facebook, sont interdits en Chine. Les Chinois ont les leurs et sont très actifs. Et puis surtout, on peut faire ses courses. La Chine est le premier marché de e-commerce au monde. 520 millions d'acheteurs par Internet et surtout par téléphone. Et donc le téléphone sert à absolument tous les usages. On peut même gérer son compte en banque, faire des transactions financières, faire un virement à un ami et même percevoir son salaire quand certaines banques en France vous demandent encore un fax. Vous voyez, en Chine, on en est très loin. Si bien que la Chine, qui est le pays qui a inventé les billets de banque, est en passe de devenir une société sans cash. Et ça va plus loin encore dans la technologie. Il y a aujourd'hui la reconnaissance faciale, vous le verrez, dans les usages les plus courants, mais aussi les plus étonnants. C'est un sujet de Chloé Duval et Gaël Caron. C'est l'un des endroits les plus visités de Chine, le Temple du Ciel, à Pékin. Et dans les toilettes de ce temple du XVe siècle, la technologie la plus sophistiquée, la reconnaissance faciale. 3 secondes devant un écran pour obtenir 70 cm de papier toilette, pas un de plus. Pour la plupart des gens, la machine est un peu lente, surtout s'ils ont un besoin urgent. Mais d'un autre point de vue, c'est plutôt utile.
Même chose dans les toilettes du stade olympique, le nid d'oiseau. Un système qui a permis de diviser par 3 la consommation de papier. Un seul inconvénient, il vous faudra patienter 9 minutes pour avoir droit à une nouvelle feuille. Dans d'autres villes, cette technologie sert à sanctionner les piétons et les cyclistes qui ne respectent pas les feux de circulation. Instantanément, nom et identité s'affichent sur un écran. Les contrevenants se voient alors infliger une amende de 3 € ou l'obligation de se faire agent de la circulation pendant 20 minutes. La reconnaissance faciale pour contrôler, réprimer mais aussi simplifier le quotidien. Dans ce nouveau supermarché, on l'utilise comme un mode de paiement grâce à son smartphone. C'est vraiment cool que l'on puisse faire nos achats si facilement. J'étais surprise. La Chine se veut à la pointe de la technologie, une technologie qui revient aussi à collecter des données personnelles, en masse. Alors, voilà, c'est toute la question, Arnaud. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données et est-ce que les Chinois s'en inquiètent? Peu de voix s'élèvent en Chine sur la protection des données et sur la protection de la vie privée. C'est vrai que les Chinois ont l'habitude d'un État omniprésent et omnipotent. C'est le pays où il y a le plus de caméras de surveillance au monde. Il y a bien une loi qui a été mise en place au 1er juin sur le stockage et la protection et la revente des données, mais elle reste très vague et très floue. Merci beaucoup Arnaud, Arnaud Miguet, en direct de Pékin avec les grillons en fond sonore. Allez, merci, bonne journée. Est-ce que vous auriez un petit programme à nous proposer, oui. Patrice? Bonjour Thierry et bonjour à tous. Je ne sais pas ce que vous avez prévu de faire aujourd'hui, mais j'ai ce qu'il vous faut aujourd'hui, c'est Tour de France sur France Télé. La 17e étape mènera les coureurs de la Mure à Serre-Chevalier. Et Serre-Chevalier, c'est haut. L'hiver, il y a de la neige. Il va donc falloir grimper là-haut. Et auparavant, il aura fallu franchir le col de l'Orgnon, le col de la Croix de Fer, le col du Télégraphe et le col du Galibier. Oui, 4 cols, dont 2 hors catégorie, 4 cols dont je peux vous dire qu'on en redescend plus vite en voiture qu'on ne les monte à vélo. Alors, c'est pour ça qu'on aime le Tour, pour l'étape qui se profile, c'est 183 km et le scénario qu'elle nous prépare avec la complicité active d'un carteron de Cador, d'où sortira sans doute le vainqueur de l'épreuve. Il est temps, si vous suivez le Tour d'un œil distrait depuis 3 semaines, eh bien, de faire connaissance avec Chris Froome, l'Anglais, tenant du titre, maillot jaune, Fabio Aru, le Colombien, à 18 secondes, Romain Bardet, le Français, à 23 secondes, Rigoberto Urán, le Colombien, à 29 secondes. À l'heure où je vous parle, ils sortent du lit et chacun d'entre eux se dit que c'est aujourd'hui qu'il doit faire la différence, que c'est aujourd'hui qu'il va faire la différence. Bon, Fabio, c'est un Italien. Oui. Vio Aru. Oui, parce que sinon ils vont. Pardon, j'ai dit. Dessus. Oui, j'ai dit Colombien, c'est le 4e, le Colombien. Alors, les veilles d'étape de montagne sont l'équivalent d'une pesée avant un championnat du monde de boxe, écrit Alexandre Ross dans l'équipe. Les coureurs ne s'y échangent pas forcément des nions, mais ils font déjà fumer leurs naseaux et sentir leur souffle sur la nuque de leurs adversaires. C'est joliment dit, tellement vrai et bien illustré par la presse qui veut croire en l'étoile de Romain Bardet, dont je rappelle que s'il l'emportait, ce serait le premier Français dans ce cas depuis Bernard Hinault en 85. Ce moment potentiellement historique commencera à se dessiner aujourd'hui, ou alors jamais. On a 2 batailles à livrer, explique le directeur sportif de Bardet. On sait très bien ce qu'il faut faire, on ne peut pas se permettre d'être spectateur, il faudra être acteur, on ne peut pas se permettre d'attendre la montée de l'Izoard, parce que l'Izoard, c'est un autre col mythique, et c'est demain, parce qu'après, ce sera terminé. Voilà. Alors sinon, pour rester dans l'univers du sport, eh bien, je vous conseille la passionnante lecture du Monde. Mais avant de vous dire de quoi il s'agit, je commence par ce petit extrait. Lisez-moi ça. Qu'un homme politique ait pensé à faire de la marche son slogan montre que cette activité est en résonance avec les valeurs de la société contemporaine. L'homme politique, c'est évidemment Emmanuel Macron. En marche, ce fut son slogan de campagne. Et tout ça, je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai, est révélateur du succès de la marche qui se décline sous toutes les formes aujourd'hui. Marche à pied, marche rapide, marche nordique, il n'y a jamais eu autant de marcheurs. D'où le papier de Martine Ségalen dans Le Monde qui se demande si la marche aura le même destin que la course à pied qui est née à la fin des années 60 et a conquis la planète au point de devenir un business
florissant. C'est d'ailleurs compliqué de répondre, car la marche et la course sont porteuses de valeurs différentes, qu'il s'agisse du rapport au temps, à l'espace, à soi-même ou aux autres. Il existe un esprit de la course et il existe un esprit de la marche. Alors l'esprit de la course, c'est quoi ? Eh bien, ce sont des tenues près du corps, des hommes et des femmes sandwich avec des maillots siglés souvent de leurs exploits passés, des écouteurs, des instruments connectés, beaucoup de marques. Et puis l'esprit de la marche, eh bien, ce sont des tenues plus chaudes, plus enrobantes, puisque d'ailleurs l'allure est plus lente, on sue plus tardivement, donc il faut avoir chaud. Des vêtements plus modestes, moins techniques, parfois même on s'embarrasse d'un sac à dos. Voilà, deux mondes dont l'un marche peut-être sur les traces de l'autre, on le saura dans quelques décennies. En tout cas, c'est à lire pour sa valeur informative, sportive, mais aussi sociologique. Et puis c'est bien écrit, parce qu'on parle du marcheur, dont on dit de lui qu'il utilise des bâtons, annoncés de loin par le cliquetis, comme la crécelle des lépreux au Moyen-Âge. C'est beau, hein ? Voilà, merci beaucoup, Patrice. C'est l'heure de retrouver Jeff Wittenberg pour les 4 vérités. Bonjour, Jeff. Votre invité aujourd'hui ? François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale. Et bonjour à vous, monsieur de Rugy. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on l'a vu dans le journal, visite surprise d'Emmanuel Macron hier auprès des députés La République En Marche. Ce n'était pas prévu. Il est venu vous voir. Vous êtes le président de l'Assemblée nationale, La République En Marche. Pourquoi cette visite ? Est-ce que c'était nécessaire pour lui de venir rassurer les troupes alors que les critiques commencent à arriver sur son style, sur sa méthode ? Est-ce que c'est Jupiter qui est redescendu sur Terre en quelque sorte ? Non, moi j'étais présent, bien sûr, en tant que député et président de l'Assemblée nationale, aux côtés des collègues qui étaient réunis par le ministre des Relations avec le Parlement. Et nous avons eu cette visite un peu surprise du président de la République. Et je trouve que c'est une bonne chose que le président de la République garde le contact avec les députés de sa majorité, d'ailleurs, parce qu'il y avait les députés à la fois du mouvement En Marche et du MoDem, parce que ce sont aussi les députés qui font remonter des choses au gouvernement et au président par rapport à les rencontres qu'ils ont partout en France dans leurs circonscriptions. Et ces choses, ce sont des grincements dedans sur, par exemple, les inévitables coupes budgétaires, sur le budget de la défense. On sait qu'il y a aujourd'hui une passe d'armes entre le chef d'état-major des armées et le chef des armées, qu'est le président de la République. Est-ce que ce n'est pas de cela aussi qu'il est venu vous parler, le président de la République avait aussi un message à faire passer. C'est bien normal. S'il vient voir les députés, c'est pour leur dire des choses. Et le message que j'ai retenu, qui me paraît le plus important, c'est nous avons été élus pour changer les choses, pour conduire des transformations, pas simplement des réformes, des transformations de la France, pour que la France se relance économiquement, reprenne confiance en elle-même, et nous ne perdrons pas le fil de ces transformations. À tous les niveaux. Et il a invité les députés à ne jamais perdre ce fil du changement, et sur chaque texte de loi, sur chaque décision, eh bien de se dire que c'est pas uniquement là, à l'instant T, aujourd'hui ou demain, on doit raisonner sur est-ce que ça va être bon dans l'opinion, est-ce que la réaction va être positive, négative dans tel sondage ou dans tel article de presse, mais sur le long terme, à l'issue de notre mandat, est-ce que nous aurons pris des décisions qui auront permis de relancer la France ? Et c'est bien notre intention. Mais est-ce qu'il était nécessaire aussi que le président vienne pour non pas acter, mais contrer en quelque sorte les accusations parfois d'amateurisme de cette nouvelle majorité de plus de 300 députés, dont la plupart sont des novices. Comment vous vivez d'ailleurs ces accusations, notamment contre la présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame Bourguignon, dont on a trouvé les débats un petit peu sommaires. Comment vous vivez cela, vous ? Moi, j'invite vraiment celles et ceux qui se laissent aller à alimenter cette chronique de l'amateurisme, etc., Il n'y en a pas ? de regarder les débats. Regardez les débats à l'Assemblée nationale, ou les extraits de débats, mais pas simplement avec quelques petits extraits, mais en disant, voilà, il y a eu un texte sur l'état d'urgence, avec un rapporteur qui est un nouveau député qui a conduit ça de façon extrêmement claire. Un texte sur le Code du travail, un sujet qui n'est pas simple. Un député rapporteur de ce texte, également ancien directeur des ressources humaines dans une grande entreprise, je peux vous dire qu'il a montré son savoir-faire, sa connaissance des sujets, des réponses concrètes, précises, des vrais débats avec l'opposition, qui a d'ailleurs plus parlé que la majorité, ce qui est normal. Plus parlé, mais aucun amendement ou très peu d'amendements ont été retenus. Vous savez qu'il y a eu des protestations. Une trentaine d'amendements venant d'ailleurs de plusieurs groupes, de la majorité comme de l'opposition. Nous allons entamer un texte, là, aujourd'hui même, en commission la semaine prochaine, en séance publique, sur la question de redonner de la confiance en l'action publique, ce qu'on appelle parfois la moralisation de l'action politique. Bien là aussi, on est dans le vif du sujet. On a une présidente de la commission des lois qui travaille, qui est concrète et qui est très au fait de tous les sujets. Monsieur de Rugy, vous présidez désormais une Assemblée nationale, mais vous étiez dans la précédente. Est-ce que vous trouvez que c'est un progrès d'avoir une Assemblée avec une majorité écrasante de novices ?
En tout cas, il y a 72%. Il y a un renouvellement de 72%. Mais est-ce que c'est un progrès? Près Est-ce des que ce n'est pas 3/4. un métier, la politique? Le vôtre, en l'occurrence. C'est bien d'avoir du renouvellement. Il y avait une aspiration en France au renouvellement, le sentiment que le système politique français était bloqué, que le système politique français était verrouillé, même disons-le, notamment par les grands partis traditionnels. Et grâce à l'élection d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle, ça a éclaté. Mais ça a éclaté, pas simplement d'ailleurs grâce Ça a à En éclaté, Marche. mais vous ne me dites pas si c'est un progrès. Si c'est Moi, mieux. je pense que c'est très positif. Je le vois depuis le perchoir, comme on dit, Alors, c'est-à-dire justement. depuis la présidence de l'Assemblée. Je vois ces nouveaux visages, ces interventions qui sont peut-être moins marquées par les vieilles traditions des partis politiques et plus concrètes. Il y a eu quand même quelques couacs. Je ne résiste pas, puisque vous parlez du perchoir, à ce qu'on revoie cette séquence où on vous a vu en train de prononcer des mots, entre guillemets, sur un député. Il est chiant, vous l'avez dit, hein, je referme les guillemets. Est-ce que vous parliez d'un SMS, voilà, on l'entend, que vous aviez reçu, comme vous l'aviez dit, on est entre nous ce matin, ou c'était vraiment pour le député? Mais personne n'est infaillible. Donc, en effet, on peut prendre des extraits, et je n'échappe pas à la règle. Je les ai vus, ces petites compilations de vidéos où on prend l'extrait de quelques secondes sur chaque député et on dit, voilà, ce sont les faux pas, etc. Personne n'est infaillible et c'est une vie d'assemblée où il y a des êtres humains. Je l'ai dit, en effet, je réagissais non pas aux propos ou à l'attitude d'un député avec qui je m'en suis expliqué, d'ailleurs, qui a été très sympathique et a dit après, voilà, ça peut arriver à tout le monde quand on est dans une assemblée. Mais ne perdons pas de vue l'essentiel. Nous étions dans un débat sur le Code du travail. Ce débat, il a eu lieu. Certains nous avaient dit « Ah, le gouvernement veut passer par ordonnance, il n'y aura pas de débat. » Eh bien si, c'est il la y a question eu que je voudrais près de vous 30 poser. heures de débat. Pour l'ancien candidat à la primaire de la gauche, l'écologiste que vous êtes, est-ce que ce n'est quand même pas frustrant? Alors certes, il y a eu des débats, mais au final, ce seront des ordonnances, que le Parlement soit dessaisi d'un sujet aussi important que cette réforme de Code du Mais là, travail. il y a une pédagogie à faire, et le président de l'Assemblée nationale que je suis, je me dois de faire cette pédagogie. Je ne peux pas laisser dire que sous prétexte qu'on passe par ordonnance, il n'y a pas de débat à l'Assemblée. Il y a un débat à l'Assemblée avant. Oui, mais il y en a un avant que le gouvernement rédige cette fameuse ordonnance, c'est-à-dire rédige les articles concrets pour modifier le Code du travail. Et ce débat, il a eu lieu. C'est vraiment, il y a eu des débats de fond sur est-ce qu'on doit faire des négociations dans l'entreprise ou est-ce qu'on doit faire des négociations nationales au niveau interprofessionnel. Mais les vraies décisions, monsieur de Rugy, elles seront prises dans les ordonnances. Et il y a les discussions que le gouvernement a déjà entamées avec les partenaires sociaux qui sont les premiers concernés, syndicats de salariés, syndicats patronaux. Et à l'issue de ce travail, à la fin de l'été, au mois de septembre, il y aura un texte qui sera à nouveau soumis au Parlement. Donc vous avez avant le travail avec les partenaires sociaux et après un débat et un vote à l'Assemblée nationale, au Sénat. Donc vous trouvez, pour votre part, que c'est une méthode qui est parfaitement démocratique et qui est à la hauteur de l'enjeu de cette réforme? Cette méthode a été annoncée par le président de la République avant qu'il soit élu, c'est-à-dire en pleine campagne. Certains ont pu lui reprocher, le débat a eu lieu, il a été tranché par les électeurs. Et pourquoi? Parce qu'il y a la volonté, en effet, de ne pas s'enliser. Et on sait qu'à l'Assemblée nationale, il y a des procédures qui s'enlisent. D'ailleurs, moi, je veux les réformer sur le temps long pour qu'on ait des procédures plus efficaces. Dernière question, monsieur de Rugy. À la suite des élections législatives qui ont vu l'effondrement de grands partis traditionnels et en particulier l'EPS, 1 millier d'attachés parlementaires environ, le chiffre varie, se retrouvent aujourd'hui au chômage. Est-ce que l'Assemblée nationale, est-ce que votre institution a prévu une réponse pour ces cas très nombreux? Oui, l'Assemblée nationale avait anticipé d'ailleurs, en quelque sorte, cette situation, a amélioré les choses et donc la prise en charge des indemnités de licenciement, parce que les députés ne sont plus députés, donc ils ne peuvent pas les payer, c'est l'Assemblée nationale qui le fait. Par ailleurs, moi, parmi les chantiers de réforme que j'ai lancés à l'Assemblée nationale, parce que j'ai été élu pour présider l'Assemblée nationale, mais aussi pour la réformer, il y a la question du statut des collaborateurs parlementaires, comme il y a la question des moyens des députés, la fameuse indemnité des frais de mandat, aujourd'hui seront aidés par l'Assemblée. Et par ailleurs, nous verrons avec les associations et les syndicats d'assistants parlementaires s'il y a un suivi à faire dans le temps. Mais comme ce sont des salariés de droit privé, une fois qu'ils rentrent dans le système d'indemnisation du chômage, ils ont tous les droits qu'ont les salariés de droit privé. Eh bien, on vous a entendu. Merci beaucoup, Merci. François de Rugy, président de l'Assemblée. C'est à vous, Thierry. Très bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée, messieurs. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Alors, il va y avoir du sport, mais on va vous présenter quand même des femmes incroyables. Et Télématin est là, justement, pour ça, pour rendre hommage à ces femmes qui sont des sportives de haut niveau. Et elles sont iraniennes et c'est pas facile pour elles de mener ce combat. Non, en effet, Thierry, vous avez raison. En Iran, c'est un combat très difficile. Faire du sport pour une femme, c'est compliqué. D'abord parce qu'elles doivent respecter des codes vestimentaires qui sont stricts de la République islamique, et notamment se couvrir entièrement le corps et porter le voile. Donc ce sont des contraintes qui sont très lourdes, aussi pour des femmes
qui font du sport de haut niveau. Donc, malgré donc toutes ces contraintes, les choses, elles évoluent doucement, malgré aussi les mouvements conservateurs qui continuent en fait de ne pas vouloir que ces femmes aient des activités sportives, qui leur interdisent aussi de sortir du territoire pour participer à des compétitions internationales. Donc, malgré tout ça, eh bien, il faut savoir que toutes ces femmes, eh bien, elles sont soutenues par la société iranienne. Elles sont soutenues aussi par des athlètes hommes de haut niveau et grâce au sport aujourd'hui, eh bien, elles utilisent le sport comme vecteur d'émancipation. Elles utilisent le sport pour revendiquer leurs droits et elles prouvent aujourd'hui eh bien, que faire du sport de haut niveau et être une femme en Iran, eh bien, c'est possible, bien évidemment. Regardez. Avant la révolution islamique iranienne, les femmes avaient des droits individuels et les droits sociaux. Mais après la révolution, pendant des années, les femmes iraniennes, ils n'avaient même pas le droit de faire sport au niveau. C'était dans les années 90 que ça recommençait. Et bien sûr, avec beaucoup de difficultés qui restent toujours présentes. Comme par exemple, ils doivent toujours être avec les codes vestimentaires, avec le foulard obligatoire, avec les vêtements très lourds qui rendent la compétition beaucoup plus difficile. Le gouvernement et le régime, ils ne veulent pas que les femmes soient dans la société, dans le monde étudié, dans le travail, sport. Ce sont les femmes iraniennes qui veulent avoir le droit de participer dans le monde du sport et qui sont assez fortes d'aller plus loin et gagner des médailles. Et ce sont les femmes qui sont derrière tous les progrès et j'espère qu'ils peuvent continuer et qu'ils ne sont pas empêchés par les lois discriminatoires. Du coup, qu'est-ce qu'elles risquent, ces femmes sportives, si elles ne respectent pas les règles? Ne pas avoir le foulard, c'est quelque chose d'impardonnable. Alors, elles risquent la prison, elles risquent coup de fouet au milieu de la rue en public. Il y a 3 mois, Dorsa Derakhshani, le champion d'échecs, n'a pas mis le foulard et elle ne peut plus jouer pour l'équipe nationale d'Iran. Et bien sûr, les sports comme natation, comme gymnastique, ils sont des sports qui sont moins couverts et ce sont totalement interdits pour les femmes. La loi discriminatoire de l'Islamique République d'Iran donne la permission de sortir à la condition que le mari il accepte. Niloufar Ardalan, elle ne pouvait pas sortir du pays parce que son mari, elle l'a interdit. Et elle est capitaine de l'équipe nationale de futsal. Et à ce moment-là, ils ont gagné le coupe, mais sans elle. C'est pour ça que je dis il ne faut pas fermer les yeux. Parce que les jeunes femmes, ils ont perdu leur carrière, ils ont perdu l'avenir. Mais vous pensez justement qu'en faisant ces actions-là, les choses, elles vont vraiment changer, très sincèrement? Moi, je trouve que un jour, tout ça, c'est du passé. Il y avait un jour ce problème-là. Et cet apartheid sexuel, c'est maintenant terminé. Mais quand, on ne sait pas. Mais si on ne fait rien, ça ne va jamais finir. C'est pour ça qu'on doit continuer à croire et à battre et à avancer comme les femmes iraniennes ils font. Voilà, le combat continue et puis on est très heureux à Télématin de faire avancer justement la cause de ces femmes, Marie. Exactement, parce qu'effectivement, elles ont conscience aujourd'hui qu'elles peuvent avancer, continuer à lutter et peut-être effectivement arriver à un bon résultat. Pour l'instant, on va aller du côté de Pékin. Qu'est-ce qui se passe en Chine? Il y a une certaine initiative. Julia, bonjour. Alors, une initiative pour le moins déconcertante. Oui, attention à âme sensible, s'abstenir. Je vais vous présenter le visage, vous le voyez, ça y est, d'un personnage qui vient d'être censuré en Chine. C'est Winnie l'ourson. Non. Si. Mais pourquoi? Alors là, voilà, vous me demandez pourquoi. Eh bien, figurez-vous qu'on l'accuse de trop ressembler au président Xi Jinping. Donc voilà, décision radicale, la censure fatale donc à Winnie l'ourson. L'animal de Disney est interdit des réseaux sociaux, d'Internet, de tous les réseaux sociaux. Vous savez, l'Internet chinois qui a ses propres réseaux sociaux comme Weibo. Interdit sous peine de voir débarquer l'ourson.
ce serait bien, les autorités à votre porte. Enfin bref, en fait, si on va plus loin, ça date de cette photo. C'est-à-dire que depuis 2013, les internautes ne pouvant pas utiliser l'image du président sur les réseaux sociaux et sur Internet, eh bien, ils utilisaient l'image de Winnie, qui était devenue, si vous voulez, un personnage fort de la contestation chinoise. Voilà pourquoi maintenant il est interdit en Chine. Oh, pauvre Winnie. Pauvre Winnie. Ben oui. Merci beaucoup, Julie. Julia, pardon. Ah, n'oubliez pas le A, c'est très important. Soleil, soleil, je suis né dans tes bras. Soleil, 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 ne m'oublie pas. Quand tu t'en vas, Soleil, bon, on va en parler du soleil justement. C'est vrai que cet été, du soleil pour l'instant, on en a. Vous pouvez en profiter, vous exposer avec modération bien sûr, et tout ça pour faire le plein de vitamine D. Nous allons parler de ça avec Brigitte Fanny-Cohen, car 2 études scientifiques viennent de montrer qu'un déficit de cette vitamine augmenterait sensiblement les risques d'Alzheimer, une maladie qui touche, Brigitte, plus de 900 000 personnes, hein, c'est ça ? En France, effectivement. En France. Donc ces 2 études, elles ont un rôle très important. Là, on va parler de prévention. Oui, et un petit mot pour expliquer pourquoi on s'intéresse autant à la prévention dans la maladie d'Alzheimer, parce que cette maladie qu'on a découverte il y a plus d'un siècle maintenant a des causes qui restent obscures. Il n'y a pas de traitement pour la soigner, donc c'est vrai que les recherches s'orientent aussi vers la prévention, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des moyens de retarder l'apparition de cette maladie ou de diminuer les risques de voir cette maladie apparaître. Alors plusieurs pistes ont été évoquées, le fait de faire une activité physique, bien que des dernières études remettent un petit peu en cause cet axe de prévention. L'activité intellectuelle, c'est un moyen de prévention également, ainsi que l'alimentation. Notamment, on a montré qu'un régime du style méditerranéen diminuait les risques de voir apparaître cette maladie, ou en tous les cas pouvait retarder l'apparition de cette maladie. Et là, 2 études publiées par des chercheurs de l'INSERM ont montré qu'un déficit en vitamine D pouvait jusqu'à multiplier par 3 les risques de voir apparaître la maladie d'Alzheimer. Alors ces chercheurs de l'INSERM ont étudié 2000 personnes âgées de plus de 65 ans. 60% d'entre elles étaient carencées en vitamine D, et ces chercheurs font un lien effectivement entre cette carence en vitamine D et la maladie d'Alzheimer. Pire, quand il y a un déficit non seulement en vitamine D, mais aussi en caroténoïdes, vous savez, ces petits pigments qui vont colorer, ces antioxydants qui vont colorer les fruits et légumes rouges, orange, jaunes. Donc, un déficit en caroténoïdes et aussi dans ces acides gras qu'on appelle les oméga 3 ou les oméga 6, le risque pouvait être multiplié par 4. Donc, comment comprendre ces résultats ? Quel est le lien finalement entre la vitamine D et notre cerveau ? Comment agit-elle sur notre cerveau et comment peut-elle prévenir éventuellement ou diminuer les risques de développer la maladie d'Alzheimer ? La vitamine D, et c'est nouveau, est reconnue maintenant comme un facteur important pour le fonctionnement du cerveau. Que fait la vitamine D ? D'abord, pour qu'elle agisse, il faut qu'elle soit reconnue par les neurones, et il y a des récepteurs de la vitamine D sur les neurones. Ensuite, elle augmente la cognition, c'est-à-dire la manière dont on est capable d'apprendre et de réapprendre. Elle augmente la mémoire, elle agit sur le développement cérébral quand on est jeune, et elle agit sur des zones particulières du cerveau, comme l'hippocampe, et on sait que l'hippocampe joue un rôle majeur dans la mémoire. Mais on sait aussi que ces régions centrales du cerveau sont capables de fabriquer des nouveaux neurones. Et la vitamine D a un impact sur cette région. Aujourd'hui, il est tellement facile de corriger le manque de vitamine D qu'il n'y a aucune raison de s'en priver. La vitamine D, elle se trouve dans la peau si on s'expose au soleil. Mais on sait bien toutes les menaces d'une exposition trop importante en termes de cancer de la peau, et les gens se protègent. Il y a les aliments, le foie de morue, mais c'est franchement pas bon. Les poissons gras contiennent beaucoup de vitamine D. Et puis on peut acheter en pharmacie des ampoules de vitamine D. On sait exactement combien on en donne, à quelle fréquence, et c'est très efficace. Cette étude montre effectivement que les caroténoïdes qu'on trouve dans les légumes rouges et oranges, les carottes, les tomates, les poivrons, et les oméga 3 et les oméga 6, qui sont des acides gras polyinsaturés qui jouent sur la fluidité des membranes des neurones et qu'on trouve dans les poissons gras, par exemple, ont un effet bénéfique
par eux-mêmes préventifs sur le développement de la maladie d'Alzheimer. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ça renforce l'effet bénéfique de la vitamine D. Donc la combinaison vitamine D, caroténoïdes, acides gras polyinsaturés, oméga 3, oméga 6, est une espèce de combinaison optimale pour prévenir le mieux possible les maladies du cerveau et en particulier les maladies neurodégénératives. Donc voilà, bien prendre en considération que la nourriture, hein, c'est un domaine très très important qui peut prévenir justement. Effectivement, et en particulier le régime méditerranéen qui a montré des bénéfices vraiment dans de nombreux domaines, donc vraiment très positifs pour la santé en général. Voilà, et si vous voulez plus de renseignements, évidemment, vous allez sur le site de Télématin. Merci beaucoup, Brigitte. Actualité cinéma à présent avec Charlotte Bouteloup. Évidemment, on parle beaucoup de Dunkerque, le film de Christopher Nolan, mais il ne faut pas oublier le nouveau film de Luc Besson. Et Valérian, oui, adapté de la fameuse bande dessinée. Eh bien, Charlotte, elle a rencontré Luc Besson. Bonjour Luc, merci d'être avec nous. Bravo, je sors du film à l'instant, C'est normal cet effet-là? On s'en prend tellement plein à la vie. C'est l'espace. C'est l'espace. On a le sentiment que depuis la période d'Avatar, techniquement, plus rien n'est impossible. Oui, il y a la limite et l'imagination, en fait. Welcome to Alpha, the city of 1,000 planets. An unknown force wants to destroy all we have created. Valérian, il y a effectivement cette saga de BD. Là, c'est vraiment un scénario original. C'est inspiré d'une BD qui s'appelle L'ambassadeur des ombres. Il fallait quand même sortir un peu des bulles et sortir des cadres. Et Christin et Mézières, qui sont les deux papas de Valérian, m'ont vraiment libéré en me disant « T'inquiète pas, vas-y, laisse-toi aller ». Agents Valerian and Laureline, you have less than 10 hours to find the threat and eliminate it. Est-ce que c'est vrai que Laureline était votre premier amour? Bah oui, c'est vraiment la première femme dans l'espace, flic, qui met des baffes aux aliens, quoi, quand même. Mais Luc, c'est quand même pas la première fois dans votre filmographie que des femmes canons, toutes minces et d'apparence très faible, mènent le monde. Je pense que ma petite maman avait un petit peu de ça. C'est une femme à son époque quand même assez moderne. Elle se retrouve assez vite seule avec son gamin, elle est un peu mannequin, elle ouvre des boutiques de meubles. C'est un modèle que j'ai chez moi. We get on just great. You flirt. I smile. La jeune Cara Delevingne, elle envoie, comme on dit. Vous ne tarissez pas d'éloges à son sujet, vous dites que dans les 10 prochaines années, ça va être peut-être la plus grande. Ça m'est arrivé, j'ai eu le plaisir 2-3 fois de fréquenter comme ça des actrices à leur début, comme Nathalie Portman ou Mila, ou Cara va être énorme. Il y a Rihanna dans le film. Elle a été facile à convaincre, Rihanna, très partante depuis le début. Quand j'ai dit j'aimerais bien Rihanna pour le rôle, tout le monde m'a dit c'est quoi le deuxième choix? Et la première question que j'ai posée, c'est est-ce que de tourner l'intéresse? Et le manager m'a dit definitely yes. Elle avait envie de faire du cinéma. Et d'ailleurs, sur le tournage, elle a un entourage, il y a des fois un avion entier d'entourage. Quand elle arrive sur le plateau, elle se retourne et dit vous, dehors. Le tournage a été normal. Elle m'a laissé la modeler avec beaucoup de confiance et c'est touchant. We need the two of you to be the guardians of our future. Quand on tourne des projets pharaoniques comme ça, c'est un film où il y a un énorme budget. Est-ce que parfois, on la perd un peu, la confiance? Moi, j'ai un défaut de fabrication depuis le départ, j'ai pas de plomb. Donc il n'y a même pas de plomb à péter, en fait. Non, c'est fondu. Voilà, c'est fondu, ça passe. You sure you know what you're doing? Valerian, trust me. Vous dédicacez le film à votre papa. C'est lui qui vous a fait découvrir Valérian? Oui, puis il est malheureusement parti en voyage avant le film. Avant le film. Et donc, je peux pas lui montrer. Donc, ça m'embête un peu. Mais je pense qu'ils ont des bonnes salles quand même là-haut. Your destiny is in your hands. I taught him how to do that. Bravo Luc, bravo et merci. Merci beaucoup. Merci Charlotte, merci Luc. Le film sort mercredi prochain. Voilà, c'est Valérian. Valérian et la cité des 1000 planètes. Bon, et on va parler
Anna Reinhardt, je suis tellement content de vous retrouver. Ça Mais fait moi, tellement longtemps. ça fait longtemps qu'on Et s'est on pas va croisés. rendre hommage à la femme. Oui, c'est vrai, entre autres, à la fin, oui, c'est vrai. C'est vrai que la période des festivals sont pleins. Et les Eurokéennes de Belfort, ce grand rendez-vous, un des plus grands festivals de l'été, des festivals musicaux, j'entends, avait fait le pari de rallonger sa durée d'une journée, une 4e journée. C'est gagné, 130 000 festivaliers, record battu. C'était vraiment une très très belle édition. Et alors, ça veut dire, quand on rallonge sa durée, qu'il faut encore plus d'artistes. Là, il y en avait 75. Donc C'est énorme. 500 musiciens pour les accompagner, donc 700 techniciens pour monter, démonter les décors, les instruments, etc. etc. Et comme dans toutes les bonnes soirées, où est-ce qu'on retrouve tout le monde? En cuisine. Vous n'avez pas remarqué ça, quand vous faites une bonne soirée, tout le monde finit toujours dans la cuisine. C'est à la cantine que tout le monde se retrouve. Et imaginez-vous l'organisation que ça représente. Quand il faut nourrir tout ce petit monde, c'est à peu près 8000 repas. En coulisses, je parle des repas en coulisses, parce que les 130 000 festivaliers, ils se débrouillent avec leur saucisse de Belfort, de la saucisse de Morteau. De Morteau. Mon Dieu. Voilà. Et donc voilà. Imaginez qu'il faut nourrir la petite chanteuse qui mange macrobiotique juste avant de monter sur scène, mais le rôde, c'est-à-dire le technicien qui monte et qui démonte son décor et qui mange comme Obélix une biche par jour, lui aussi il faut le nourrir. Et donc on a rencontré les chefs de la région, mais aussi Grégory Curon, ce chef que vous avez peut-être vu sur France 5 dans La Tournée des Popotes, qui a une énergie débordante et qui a eu la bonne idée de proposer au groupe La Femme de cuisiner. Parce que figurez-vous, ces gens, ils ont tellement de succès depuis leur victoire de la musique en 2014. Leur 2e album, Mystère, est juste une pépite. Ils tournent donc dans le monde entier, ça les a amenés au Japon, tout ça. Donc ils vivent dans un bus. Et quand on vit dans un bus, on est content de retrouver la vie normale en coupant une tomate en coulisses avec le chef Grégory Curon. On était avec eux. C'était une bonne ambiance, c'est goûtu et musical, tout ce qu'on aime. Il y a 2 cuisines, une pour les équipes techniques et une pour les artistes. Donc celle pour les équipes techniques, c'est celle qui sert le plus de repas. On est sur plusieurs milliers de repas servis quand on cumule tout sur l'ensemble du festival. Et là, il y en a un petit peu moins, c'est plutôt quelques centaines. Donc ce sont des choses peut-être un peu plus légères pour nos amis artistes qui se restaurent avant de passer sur scène. Alors que les techniciens, il y a 2-3 Golgoth, il faut bien les nourrir. Donc en général, c'est une biche crue toutes les 2 heures. Julie qui sont étoilés dans la région, mettent vraiment en avant les produits. Et ça, c'est cool parce que je pense que c'est ce que les gens recherchent, vraiment quelque chose qui est ancré dans son territoire, aussi bien dans le personnel qui est là que dans les produits qu'on peut manger. On peut retrouver de la cancoyote, de la saucisse de Montbéliard, IGP. Donc ça veut dire qu'elle est géographiquement protégée, donc il faut faire attention un peu à ce qu'on fait. Et je trouve que c'est cool parce que moi, j'aime bien quand un festival, il ne ressemble pas à un autre, il est véritablement ancré dans son terroir. Et là, il l'est dans tous les sens du terme, aussi bien pour ce qui est de la cuisine que pour toutes les équipes qui sont vraiment issues du cru, qui sont bénévoles et qui se déchirent pour faire en sorte que les gens soient bien accueillis. Et ben, aujourd'hui, on va apprendre à faire un petit tartare de cabillaud aux fruits exotiques. Donc, oui, tomates, oignons, ananas, kiwi, citron vert. Ça, c'est du gingembre moulu. Et parce que j'en ai pas trouvé de frais, et de la coriandre. Quand t'es en tournée, t'es un peu en apesanteur, et mine de rien, la cuisine, c'est un peu ce qui te ramène à tes bases. Qu'est-ce que vous avez mangé le pire en tournée? Au Japon, vous avez fait des expériences un peu? Ouais, moi j'ai essayé tous les produits à base de matcha, c'est assez intéressant. Ouais. Ils font même des barres chocolatées, j'ai vu. C'est trop bon. Et comment vous gérez les temps d'attente? Parce que là, vous jouez dans 5 heures. On regarde de la musique, quoi. Vous composez pas, non? Ouais, on compose. Sur le prochain album, on aura peut-être un truc sur tartare de cabillaud. Je sais pas. Ouais. Donc voilà les jaunes, il reste plus qu'à goûter. Il y a plein d'amour là-dedans. Mais où va le monde? Pourquoi des fois je me... Ça m'a vachement plu là, de cuisiner avec le groupe La Femme, déjà parce que c'est un groupe que j'aime beaucoup, et puis je pensais pas qu'ils avaient une telle appétence pour la gastronomie, et ils étaient vachement calés, donc c'était pas mal. Même si rétrospectivement je me dis, j'aurais dû dire à notre ami de couper les tomates dans l'autre sens, parce que c'est plus facile de commencer par la chair et de finir par la peau. L'essence même de la cuisine, c'est le partage, l'essence même de la musique, c'est le partage, donc à force de partager, on peut que se retrouver.
C'est sympa, hein, cette ambiance joyeuse. En C'est plus, génial. Grégory Cuiru était très heureux d'être sur place. Ah bah, très heureux. De toute manière, il a une énergie incroyable. C'est contagieux. Ce jeune homme a une énergie folle et en plus, il se bagarre pour l'accessibilité des personnes handicapées à ce genre d'événement et pas seulement au travail comme il le fait d'habitude, mais là, il faut aussi qu'il soit sur tous les festivals et ça marche très bien. Vous avez vu nourrir Iggy Pop, la femme, justice, répondre à tous les défis, ils savent faire ça très très bien. L'année prochaine, c'est les 30 ans des Eurocaines. Ratez pas ça. Les 3 têtes pensantes des Eurocaines vont vous concocter une édition mémorable. Nous serons là, vous serez là en tout cas. Deux dans les pâturages, tu t'en vas te promener, belle des champs, qu'il est blanc, qu'il est crème, ton fromage. Dis, donne-nous un peu. Le bloc-notes artistique et culturel de Télématin continue avec, ça c'est les guests, un invité exceptionnel, Alex Jaffray, Patrice Romden et Sylvie Adigard. Est-ce qu'on peut faire un bisou à Richard Gottener qui a sorti une très jolie musique d'été qu'on vient d'entendre parce que c'est lui qui a écrit ça. Bisou. Un bisou. Et qui vient sortir une très jolie musique d'été avec le verbe oindre. Voilà, où c'est plein de gens qui se oignent de crème, c'est très drôle. Allez sur les internets, voilà, c'est tout. Salut Richard, de la part de Comment de perdre toute du temps l'équipe. bêtement. Bon, Sylvie, Oui, parce que Sylvie, c'est moi qui dois vous parler allez nous normalement. parler exceptionnellement du design français et international. C'est vrai que c'est complètement Ça, c'est un peu votre domaine. exceptionnel. Vous Oui. allez nous parler de Jean-Pierre Blanc. Alors oui, d'abord je vais vous parler de Jean-Pierre Blanc effectivement, mais je vais vous parler de l'événement qu'a créé Jean-Pierre Blanc, qui s'appelle Design Parade hier et Design Parade Toulon. Alors Jean-Pierre Blanc, c'est vraiment l'histoire d'un homme de la région. Il est né à Hyères, il est natif du Var et il y a 32 ans, il y a 32 ans, il a 22 ans, donc je vous laisse faire le compte. Il crée le premier festival de mode libre. Il n'y en avait pas comme ça n'existait pas. Il y avait les défilés, il y avait des choses comme ça, mais il n'y avait pas de festival où on mettait en avant la jeune création du monde de la mode. Alors ça cartonne. Dans les années 90, il ouvre le festival à la photographie. Et puis après, il se dit, tiens, il y a quand même un secteur français qui cartonne aussi, c'est le design, pour pas dire le design, effectivement. Et là, entre-temps, il crée un centre d'art à la Villa Noailles, une villa magnifique dessinée et construite par Mallet Stevens pour le couple Noailles, qui était des grands mécènes dans les années 20. Donc, en fait, voilà, toute l'histoire, elle se maille extrêmement bien. Jean-Pierre Blanc, c'est un tempérament. Jean-Pierre Blanc, c'est quelqu'un qui est habité. Jean-Pierre Blanc, c'est quelqu'un qui défend la création française, qui défend les jeunes et la création internationale aussi. Et surtout le design, parce que finalement, on n'en a pas beaucoup des gens comme ça. Regardez. Dans festival, il y a le mot fête. C'est un peu, pour moi, du design. La fête, ça veut dire que on découvre, on s'amuse, on comprend, on apprend. Et moi, voilà, tout ça, ça me plaît bien. Et ce n'est pas un festival, mais 2. Jean-Pierre Blanc crée tout d'abord Design Parade hier, en 2002, dans le site incroyable de la Villa Noailles. Il met en avant le design international, des designers connus, reconnus et la jeune garde, à travers un concours très suivi, avec un jury de spécialistes présidé cette année par Inga Sampé. Et depuis 2016, Jean-Pierre Blanc se bat pour son petit dernier, Design Parade Toulon. Même principe, des expositions à un jury très qualifié présidé par Vincent Daré et des jeunes pleins d'énergie. Moi, je suis assez bluffé de l'énergie de ces jeunes. Je leur ai dit à plusieurs reprises. Il y a des projets vraiment enthousiasmants, beaux et incroyables. Et ça me fait plaisir que ces 2 festivals, ces 2 entités, Design Parade hier et Design Parade Toulon, ne forment plus qu'une grande entité sur l'aménagement en intérieur et la décoration. Je trouve ça très complémentaire. Quand on dit qu'on aide les jeunes, moi ça a toujours été ma philosophie, on va faire de la com avec ça. C'est sérieux, ils jouent leur carrière. Et nous, on doit être à la hauteur de l'enjeu. On doit être sérieux, professionnel à leur côté, on doit être fort et les supporter. Je pense qu'aujourd'hui, dans ces périodes troublées où on manque peut-être de repères, peut-être que inconsciemment, la Villa de Noailles devient un repère pour ces jeunes. Ils savent que s'ils ont un souci, ils peuvent nous appeler. C'est un centre de ressources, un centre de travail, un lieu de résidence, mais un lieu qui est une famille aussi, qui donne du sens à la vie du design, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui.
Et Jean-Pierre Blanc ne ménage pas sa peine, il a l'œil sur tout, il est partout. C'est agréable de voir que le rendez-vous est pris, que pendant tout l'été, on sait qu'à la Villa de Noailles et depuis l'année dernière à Toulon, on peut découvrir des expositions qui permettent de comprendre un peu mieux ce que tous ces artistes font. Et du coup, c'est de se dire que le public va mieux comprendre ce design contemporain et va se l'approprier et va aller plus facilement grâce à vous, grâce à nous. On est des passeurs, des médiateurs, vous le dites souvent dans vos émissions. Mais ça sert à ça, de faire comprendre aux gens ce qu'ils vont pouvoir mettre chez eux. Oh voilà, encore Vous avez une vu, fois, c'est magnifique. on n'a qu'une envie, c'est d'y aller. C'est d'y aller. Alors, vous pourrez voir les œuvres des jeunes créateurs. Vous pourrez voir aussi ces belles expositions. C'est jusqu'au 24 septembre. Donc, je répète, Design Parade hier, qui a été créé il y a une douzaine d'années, et Design Parade Toulon, le petit dernier créé il y a 2 ans. On peut aller dans les bâtiments des villes. On peut aller visiter du coup la Villa Noailles. C'est bien. Enfin, c'est... Non, mais c'est vrai, ça fait genre de dire c'est bien, mais c'est très bien. Le mec qui se défend, mais j'ai rien dit. Sinon, elle va se fâcher. Mais j'ai rien dit, c'est juste jusqu'au 24 septembre. Jusqu'au 24 septembre.